Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, toujours heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et toute cette semaine, nous serons avec le couple Éric et Rachel Dufour. C'est toujours une grande joie. Je sais, vous vous réjouissez avec nous de cette bonne nouvelle. Et je suis aussi avec Sandra aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Salut Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Annabelle. Bonjour Rachel. Annabelle, Sandra. Bienvenue à nouveau à table avec Annabelle. On est toujours heureux d'être là avec vous. Ouais, le plaisir est pour nous. Première fois pour toi, Sandra. Oui. Oui. Ok. On va découvrir Sandra. On t'a épargné quelques sujets. J'ai vu passer quelques émissions avec les Dufour, je me suis dit, bon, je me tiens prête. Ça aurait été intéressant qu'on parle d'orgasme ensemble. Oui, alors je vais peut-être m'en aller. La prochaine fois, Sandra. Bon, après, on peut aussi se cacher sous la table, j'imagine. Non, on ne peut pas faire ça, on assume. Mais aujourd'hui, avec vous, on va parler fréquentation, fiançailles. Comment c'est possible de se garder? Est-ce que c'est même possible ou est-ce que tout le monde ment finalement? Et à quoi ça sert ce temps en fait? Qu'est-ce qu'on est censé vivre? Beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes et de moins jeunes, se préparent pour le mariage. Et quelquefois, on rencontre des jeunes couples qui sont noyés sous l'information, et puis d'autres qui sont complètement qui ont eu zéro information. Donc, on va essayer de faire aujourd'hui simple et pratique pour pouvoir remettre les choses un petit peu au clair, et puis remettre, c'est ça, un petit peu quelquefois des comment on dit, des barres sur les T, des I sur les i. Des points sur les i. Ouais, oui, Les i sur les points, comme tu veux. Et Sandra, écoute, ce sera l'occasion pour nous de nous raconter ta période de fréquentation et de fiançailles. Tu en as déjà touché un mot, apparemment c'était un peu tumultueux par moments. Oui, effectivement, c'est la phase où on apprend à se connaître. Donc, c'est le moment en même temps de voir les défauts et d'apprendre déjà à commencer à travailler avec ces choses-là. Donc, oui, c'était tumultueux, mais intéressant. Et finalement, bénéfique puisqu'on est mariés maintenant. Quel défaut? Ton homme n'était pas parfait. Non, j'ai dû lui apprendre à être un peu plus comme moi. Ça commence bien. Là, tu les nourris, là. Donc, pour commencer peut-être avant les fiançailles, parce que dans notre monde d'église, on va parler de fréquentation, alors qu'à l'extérieur, on sort avec quelqu'un, on a un copain, on a une copine. C'est juste aussi remettre un peu d'ordre dans ces termes. C'est quoi ces fréquentations et c'est quoi la différence avec les fiançailles, en fait? Moi, c'est une bonne question, Annabelle, comme d'habitude. C'est vrai qu'il faut d'abord avoir une zone où on découvre une amitié, en fait, où on apprend à se connaître, et là, l'interaction en groupe, gars-filles, c'est important. On voit des fois dans les églises la séparation, les gars avec les gars, les filles avec les filles. Mais non, il faut une zone où on apprend à se connaître. On aime bien utiliser l'échelle de l'amitié avec les 3 premiers niveaux pour faire très simple et très pratique, où on discute au niveau intellectuel, on fait des choses en groupe au niveau social et des trucs fun et récréationnel. Et dans ces 3 niveaux, on apprend à se connaître. On n'est même pas en fréquentation, on est en découverte des autres. Et puis à un moment donné, on va se dire Il y a des atomes crochus avec quelqu'un. celui-là, il me plaît bien, à plein de niveaux. Je sens qu'il y a des atomes crochus. Et là, on peut passer à une période de réflexion, temps de prière. En fait, les 3 premiers niveaux dont tu as parlé, ils sont en dehors du corps. Donc, on peut. Il n'y a pas de connexion intérieure qui se crée, il n'y a pas de pont qui se crée, donc c'est sécurisé. Et je pense que pour beaucoup de jeunes, on ne sait même pas quels sont les critères que l'on recherche forcément. On a plein de faux critères qui nous sont imposés. Les listes. On va en parler des listes. Les listes. Est-ce qu'elle coche tous les points de ma liste, etc. J'avoue, j'avais une liste. Et voilà. Et Dieu, des fois, a de l'humour avec la liste, parce que je me rappelle de quelqu'un qui préférait les grands blonds aux yeux bleus. Et tadam! Heureusement que la liste n'était pas indispensable, sinon on serait passé à côté l'un de l'autre, en fait, parce qu'on ne correspond pas forcément aux critères qu'on avait dans notre tête. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont indispensables, mais attention à ce que l'on met sur la liste. Il faut qu'il soit ci, il faut qu'elle soit comme ça. Et en fait, parce qu'on a peut-être eu un historique avec d'autres personnes avant. Alors, on prend un bout, le nez de machin, les fesses de machin, je vais vous dire les choses comme je les entends, le niveau spirituel de celui-là, et puis on essaie de faire Tu le passes dans le créer gars, quelqu'un et qui ça te n'existe pas. sort. C'est exactement ça. Ça crée quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais, parce que c'est impossible. C'est un être photoshopé, quoi. Mais par contre, c'est vrai que les atomes crochus vont se développer, et ça, on est d'accord. Et à un moment donné, on va passer de l'autre côté et on va se plaire.
Mais donc, Attends, on est attention. avant les avant les L'autre fréquentations. extrême serait de nous, on est tellement très très spirituel, TTS, hein, que en fait, même s'il me plaît pas du tout ou elle ne me plaît pas du tout, c'est pas grave. Non, il faut quand même être amoureux l'un de l'autre et amoureuse de son futur, etc. Donc, faut pas tomber dans l'autre extrême, qu'on va tellement hyper spiritualiser tout que non, même si vraiment c'est l'opposé de ce que j'aimerais, non, mais parce que non. Donc, il y a la période où on apprend à se connaître en tant qu'ami. Puis, à un moment donné, on sent bien qu'il y a des atomes crochus. Et là, on peut mettre en prière, discuter avec des amis. Et puis, on discuter ensemble. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille un peu plus loin? Là, on peut peut-être s'arrêter sur ce moment-là. Ouais. Parce que je crois que c'est un moment charnière, Exact. mais qui crée beaucoup de malaise. Exact. Et comme on ne sait pas comment passer De l'un à l'autre. de l'un à l'autre, et que encore une fois, on a une image des fréquentations, des relations amoureuses dans le monde qui est complètement influencée par le péché, etc. Ça crée un vrai malaise en fait, de Mais c'est se vrai. dire, On dit écoute, pas. est-ce que toi, on a l'impression que c'est pas normal de le faire. Mais moi, j'aurais tendance à dire, normalisons ça en fait. Exactement. Parce que c'est pas mauvais de se dire où J'ai des on en est, sentiments. etc. Et que ça se passe du coup de façon plus paisible, si c'est pas réciproque, plutôt de rester dans une zone grise pendant 1 an, puis tu vois l'autre arriver avec quelqu'un. Ouais. Ah, puis alors, les belles-mères qui ont une révélation de Dieu qui a dit que je pense que tu devrais te marier avec mon fils ou ma fille. Non. Si tu dois Ça avoir une arrive souvent, révélation, C'est triste. si tu dois avoir une révélation, Dieu te parle, confirme avec d'autres. Mais à un moment donné, il faut oser aller dire j'ai des sentiments. Je vais me permettre de vraiment surligner ce que tu viens de dire. Je vais même aller plus loin, même si la révélation, elle vient du pasteur, par exemple. Si Dieu veut que tu te maries avec quelqu'un, c'est à toi qu'il va parler. Dieu est un Dieu de l'intimité et il ne va pas dire au voisin, quand bien même le voisin c'est le pasteur, que c'est... Est-ce que ça peut être quelqu'un qui va m'aider à comprendre? Est-ce que cette personne peut être bien pour moi ou pas? Bien sûr, surtout si la personne me connaît. Mais c'est quand même à toi que Dieu veut parler. Parce que c'est toi qui, au bout du compte, sera marié avec cette personne. Donc, mon Dieu, il me parle, il veut me parler, il veut mon bien. Oui. Et donc, plein de gens bien intentionnés peuvent me donner leur avis, mais au bout du compte, la décision est tienne. Et donc, c'est toi qui dois recevoir, avoir une conviction qui vienne du Saint-Esprit, où oui, cette personne, c'est potentiellement la bonne personne. Et notre libre arbitre doit pouvoir s'exprimer. Donc, attention aux influences, attention aux pressions. Dans l'Église, il peut y en avoir. Tu parlais des belles mamans, mais elles peuvent venir des fois d'autres personnes. Spirituel, Voilà. Et attention, malheureusement, à cause du métier que l'on a, on a vu trop souvent en face de nous des gens qui, avec les meilleures intentions possibles, avaient été influencés puis se retrouvaient dans des situations extrêmement douloureuses. Maintenant, une fois qu'on est marié, Dieu est du côté du mariage, donc c'est une autre chose. Mais il vaut mieux travailler en amont à être sûr que c'est bien la bonne personne. Est-ce que je veux juste rebondir aussi sur l'étape dont on est en train de parler? C'est pas parce qu'on rentre dans cette étape aussi de j'ai des sentiments pour cette personne, puis j'aimerais ça qu'on puisse commencer à se fréquenter, que ça veut dire fiançailles. Justement, on va définir les deux. Puis j'ai déjà vu des couples aussi où c'était, comme on s'est mis en couple, dans notre église, on nous a dit, si vous vous mettez en couple, vous devez vous marier. Mais de bien dissocier ça aussi, on a le droit, dans la période, d'apprendre à se connaître, puis les sentiments commencent à se développer. Ça ne veut pas dire forcément, tu dois te marier. Et ne pas le voir comme une culpabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà... On est d'accord. On est d'accord avec ce que tu dis. Là, il y a la période où on découvre l'amitié. Il y a la période où on se dit, j'ai des sentiments, je parle. Il faut oser faire le pas. Peut-être se mettre dans un lieu public où il n'y a pas de... Même si on est une fille? Oui. Même si on est une fille, bien sûr. Bien sûr. Les deux, d'un côté ou de l'autre, on peut initier en disant, j'ai besoin de te parler. Quelque chose qui se passe dans mon cœur, je veux voir où tu en es. Est-ce que tu veux bien qu'on prenne un temps pour prier? Et on a le droit de dire non des deux côtés. Et puis ensuite, on va rentrer dans une zone de fréquentation où là, on va peut-être rentrer un peu plus dans une intimité. Attention, pas au niveau du corps, on y vient, mais au niveau des émotions et au niveau spirituel. On va pouvoir prendre du temps pour poser des questions, discuter un peu plus de ce que je ressens. Gardons ça pour cette zone où on est en train de construire une relation, comme tu dis, Sandra. Et là, on n'est pas mariés encore. On est juste en train de découvrir l'autre de façon plus intime. Et dans cette période-là, alors on pourra discuter de toutes les questions qu'on vous conseille d'aborder, mais là, on est en train de construire, est-ce que l'intimité va pouvoir se développer? Est-ce que les sentiments grandissent? Est-ce qu'on sent qu'on a des objectifs communs? Et puis ensuite,
on pourra passer à quelque chose de plus officiel. Maintenant, on va se fiancer, c'est-à-dire qu'on va s'engager pour se marier. On n'est toujours pas marié. On peut toujours arrêter. On peut toujours faire marche arrière jusqu'au moment où on va prendre une alliance devant. En fait, c'est comme les fiançailles, c'est comme donc il y a la fréquentation où là vraiment on a une liberté de reculer. Les fiançailles, c'est OK, on considère l'autre comme étant possiblement la bonne personne et on commence déjà à se fermer aux autres potentialités pour considérer cette personne-là. Mais on a encore la possibilité de faire marche arrière. Ça. Et même selon les pays, le droit protège les fiançailles. Alors, ça va varier d'un pays à l'autre, mais par exemple, il y a le cas, je me rappelle de mes cours de droit, où la bague de fiançailles peut être redonnée si c'est un héritage familial ou autre, que les fiançailles sont rompues. Okay. La bague est protégée, c'est intéressant de le savoir, si elle vient de la famille. Mais on a encore le droit de dire écoute, je suis désolé pour X et Y raison, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête. Et c'est une sécurité. Oui. On est sérieux, on le fait sérieusement, on a envie de s'engager, mais finalement, on découvre que pour diverses raisons, peut-être pas. C'est pas un crime, c'est prévu comme ça pour qu'on puisse dire que Dieu te bénisse, mais non, ce sera pas pour nous. Et tu parles d'exclusivité déjà au moment des fiançailles, mais est-ce que dans le temps des fréquentations, on peut fréquenter plusieurs personnes alors ? Alors, dans autant de l'amitié, on peut fréquenter plusieurs personnes, mais dès qu'on est passé au temps des fréquentations, je vais commencer à t'ouvrir mon cœur. Ah ben non, je vais pas ouvrir mon cœur à plusieurs hommes en même temps pour tester. Sinon, on est dans la même démarche de je vais prendre un bout de celui-ci, un bout de celui-ci. On est amis avec un groupe et dès qu'on dit non, on veut passer au niveau, il y a quelque chose de plus, on veut passer au niveau émotionnel et spirituel, je verrouille, je me reste pas. Ok, n'importe qui peut venir tester mon cœur. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu peux venir tester à l'intérieur de moi au niveau des émotions. Non, on est un groupe d'amis, on choisit de tester la zone fréquentation. On ferme les écoutilles, on se concentre sur une personne pour apprendre à le connaître ou la connaître au niveau émotionnel et spirituel. Et puis ensuite, après, si on s'engage, alors on fait un pas de plus pour rendre public notre relation. Voilà, on est fiancés jusqu'au jour du mariage. Alors, pendant les fréquentations, qu'est-ce qu'on est censé découvrir ? C'est quoi les questions à poser ? Et quels sont les signaux d'alerte qui peut y avoir pendant ce temps-là ? Je pense que c'est une période où on va grandir ensemble. Ça serait intéressant, Sandra, que tu nous racontes ce que tu as découvert dans cette période. Mais je pense que c'est une période où on grandit ensemble, où on commence à voir aussi les différences. Au démarrage, souvent, on est attiré par la différence parce qu'elle nous éblouit. C'est formidable. Il est tellement précis. Et puis après, on se dit, il est trop précis. Bon, c'est le moment où ça sent le vécu. Il y a ce shift, en fait. Il y a ce shift et on se dit, OK, donc j'apprends à l'aimer avec qui il est en entier. Je pense qu'il y a des questions clés. Où tu en es par rapport à relation avec ta mère. Excusez-moi, mais ça, c'est important. De regarder comment on a réussi à couper le cordon. Où tu en es malheureusement. Où tu les belles mamans. Vous savez, moi, je suis une belle-mère, donc. Où on en est spirituellement dans ta relation avec Dieu. Est-ce que tu as envie des mêmes choses que moi, en fait ? Parce qu'on a des niveaux et la différence n'est pas si grave que ça, mais plutôt l'objectif. Où est-ce que tu veux aller spirituellement ? À quel niveau tu es prêt à servir ? Quel est ton rêve, ta vision, tes objectifs ? Où on en est au niveau de la sexualité ? Là, on va se poser des vraies questions. Souvent, on nous dit, est-ce qu'il faut tout raconter ? Pas dans le détail. Pas dans le détail, mais est-ce qu'il faut savoir s'il y a eu des histoires avant, des problèmes d'addiction, des problèmes avec d'autres personnes ? La règle, c'est si on commence à se projeter de vivre ensemble, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de non révélé dont le diable pourrait se servir après, comme une bombe sous la fondation de ta maison. Et le diable, malheureusement pour nous, a cette expérience avec l'humanité. Ça fait quelques générations qu'il est là. Et il va attendre que tu aies construit ta maison. Il va attendre qu'il y ait quelque chose qui s'est bien développé. Et alors, il fera exploser sa bombe et l'accès qu'il a en toi à ce moment-là pour blesser le plus de personnes possible. Donc, ne laisse rien qui soit nécessaire que ton futur conjoint sache à propos de toi. C'est une conversation que j'avais avec nos fils quand ils étaient jeunes. Je leur disais, fais tes choix
bien, réfléchis bien au choix que tu fais au niveau de ta sexualité, parce qu'un jour, tu devras le confesser à ta future chérie. C'est bon, ça. Et plusieurs m'ont dit, maman, ça nous a vraiment aidé. Parce que ça, j'aimerais pas le raconter. Exactement. Donc, moi, je leur disais quand ils étaient très jeunes, fais tes choix, parce qu'un jour, tu devras le raconter à ta future chérie. Et peut-être que ça peut t'aider. Fais tes choix, parce qu'un jour, tu devras le raconter. Donc, pas le détail de la couleur de la petite culotte, c'est une expression que j'aime bien utiliser, mais les grandes lignes, oui. Et puis ensuite, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux construire une famille, si c'est ce que Dieu veut? Le rôle de l'un et de l'autre. Quel genre de vie tu veux mener? Parce qu'il y a des personnes qui veulent voyager, d'autres qui veulent rester, avoir une maison, de voiture, de chiens, 3 chats et 5 enfants. Voilà. Quel genre de vie tu as envie de mener? Qu'est-ce qu'on fait face à la maladie? Plein de questions tellement clés qu'il faut mettre sur la table avant d'être marié. Est-ce que vous avez fait ça avec Mathieu? Oui, justement, parce que quand on s'est rencontrés avec Mathieu, pour le coup, on est 2 personnes qui sont très différentes, puis ça se voit aussi juste dans notre manière d'être physiquement. On nous voit, on sait très bien qu'on est... C'est Mathieu qui est précis. Déjà, il me semble bien, cet homme. Puis, quand on s'est rencontrés, je pense que c'était dès le début, on a eu justement cette étape-là de apprendre à se connaître. Puis on a tout de suite pris l'habitude d'ouvrir des livres où il y avait à l'intérieur des quiz, des questions sur les différents types de caractères, des tests de personnalité, ce genre de choses. Parce qu'on voulait voir est-ce que nos caractères, nos différences s'attirent ou nos différences s'attaquent. Et donc c'était justement ce genre de questions. Comment est-ce qu'on aime passer nos vacances? Quelle a été notre dynamique familiale? Comment est-ce qu'on a grandi? Et donc du coup, comment est-ce que nous, on voit notre dynamique? Comment est-ce qu'on aime passer passer nos vacances, construire notre famille, ce genre de choses. Puis ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on avait les réponses de comment fonctionner ensemble, mais au moins on avait à peu près compris un peu le contexte et l'univers de la personne. Et là, on a décidé à partir de ce moment-là de se mettre en couple. Et ensuite, quand on s'est mis en couple, eh bien là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à apprendre à dealer avec les différents caractères de l'un et de l'autre. Et puis, c'est une fois que tout n'avait pas été fixé ou expérimenté, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu cette conviction-là de « OK, je pense que nos caractères peuvent fonctionner, on peut bâtir ensemble, on voit dans la même direction, on a la même vision, et même si on n'est pas pareil, je pense que les forces de l'un vont être bénéfiques pour l'autre, et les défauts de l'un vont pouvoir être compensés aussi par l'autre. » Et moi, j'avais justement une liste de critères, mais qui a en tout cas, j'avais la fameuse liste de critères de je veux qu'il soit sociable, je veux qu'il soit machin. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit mais ça sert à rien de demander ça parce que naturellement, je vais être attirée par quelqu'un qui va être sociable. Naturellement, je vais être attirée par quelqu'un qui a une bonne, qui communique bien, ce genre de choses. Donc ça sert à rien de les mettre dans ma liste. Puis, j'ai complètement changé ma liste. Je l'ai réduite à 5 critères. Je voulais un homme de prière. Je voulais un homme qui avait une passion particulière, mais qui n'était pas forcément dans la musique. Pour que je puisse le soutenir, pas qu'il puisse, et que lui puisse me soutenir aussi. Je voulais un homme qui avait un peu les mêmes... qui ressemblait à mon père. Et après, il faut faire attention à sa liste, parce qu'il lui ressemble, mais il a aussi pris ses défauts. Je voulais un homme qui accepte aussi mon origine, que je suis française et ivoirienne. En plus, je vivais au Québec, donc c'était une double culture à prendre. Et le 5e, je ne me rappelle même plus. Mais il l'a sûrement. Tu vois, ta deuxième liste, elle est plus réaliste. Allez, voilà. Très bien, excellent. Bien sûr, il faut ces critères-là. La liste qui me dérange plus, c'est 1m85. Exactement. Les yeux bleus ou verts ou bruns, ou, tu vois, parce que ça élimine peut-être la bonne personne. Mais oui, sur les valeurs, bien sûr. Les valeurs sont importantes. Très bien. En tout cas, compliment à ton papa, sans doute, parce que si tu as voulu un homme qui lui ressemble, c'est qu'il a fait du bon boulot avec toi. Il était un très beau modèle. Mes parents, je vais même inclure ma mère dedans, étaient des beaux modèles de couple et nous ont bien... Félicitations à eux. Félicitations. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette période, soit de fréquentation, de fiançailles, où on a des sentiments qui sont réels, mais il y a plusieurs cases importantes qu'on n'arrive pas à cocher, on n'arrive pas à se mettre d'accord peut-être sur la vision, il y a des écarts par rapport au projet, par rapport à la façon même de se comprendre, mais il y a les sentiments. Mais on fait que de se disputer, on n'arrive pas à se comprendre, c'est hyper mélodramatique. Honnêtement, s'il y a déjà, avant même d'être fiancé, ou pendant les fiançailles, s'il y a constamment des disputes, constamment des tensions, on n'arrive pas à trouver des moments où on s'entend et on va travailler ensemble. Moi, je commence...
Je dirais, OK, ralentissez, allez-y tranquille. Si vous n'êtes pas capable de trouver des choses qui, surtout au moment où on est red dingue amoureux, etc., si ça ne marche pas maintenant, si vous n'êtes pas capable de travailler ensemble pour un objectif commun, prenez du temps pour réfléchir, parce que ça va sans doute pas s'améliorer après. Parce que les sentiments dont tu parles, ils sont déclenchés par des hormones. Donc c'est très chimique. En fait, le sentiment amoureux est très chimique. Et si on ne l'entretient pas, il va disparaître. Donc après, il restera plus que les disputes. Et c'est pas avec des disputes qu'on arrive à entretenir le sentiment amoureux. Donc, est-ce que c'est OK si on se dispute avant dans les fréquentations, il n'y a pas de problème. Si les disputes ont une résolution, en fait. Est-ce qu'on arrive à trouver, OK, donc toi, tu aimes ça, moi, j'aime ça. Toi, tu aimes le fromage, moi, j'aime le raisin. On s'assurera qu'il y ait du fromage et on a un plateau magnifique sur la table. Veux-tu quelque chose, Rachel? Veux-tu quelque chose? Rachel voulait un peu de raisin. Très bien, un peu de raisin. Voilà. Donc, pas de... Continuez votre conversation, je m'occupe du raisin. Quel homme généreux. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, Eric aime le fromage, moi, je vais manger le raisin. Ce sont merci mon chéri. Ce sont deux vraies différences et je ne vais pas d'un seul coup choisir de prendre du fromage à la place. Mais on va trouver un compromis et on aura du fromage et du raisin dans nos assiettes. Par contre, si je dis, moi je peux pas, le fromage il vient de la vache, je suis végétalien, voilà, ça c'est pas possible. Jamais je comprendrais que tu puisses... là, ça va pas le faire, quoi. Et c'est la beauté des fréquentations et des fiançailles, c'est que on n'est pas encore dans un engagement qui fait que toute la vie, il va falloir qu'on deal avec quelqu'un qui boit du lait. Je sais pas. Je vous donne un exemple idiot, bien entendu, mais c'est sérieux, en fait. Il y a quelque chose que moi j'ai vécu et que j'ai partagé à mes fils. En fait, au démarrage, tu regardes si tu peux vivre avec cette personne. Oui. Si tu te verrais avec elle, etc. Mais il y a beaucoup de personnes avec qui tu pourrais vivre. Par contre, il y en a une, tu te rendras compte, je ne peux pas vivre sans elle. Et là, tu as peut-être la main sur la bonne personne. Et je me souviens, quand on n'était même pas fiancés, on n'était encore rien, on venait de se découvrir l'un l'autre. Et puis, Rachel me dit que son papa, qui était pasteur, va être muté de ma ville de naissance, il va aller ailleurs. Et là, elle me plante un couteau dans le cœur sans le savoir. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle peut pas s'en aller, j'ai besoin d'elle. Et là, j'ai compris que j'étais red dingue amoureux d'elle. Et j'ai compris que c'était elle à ce moment-là. Donc, regarde d'abord en première étape, est-ce que tu pourrais vivre avec elle? Est-ce que vous pouvez partager des choses? Puis à un moment donné, est-ce que tu peux vivre sans elle? Et il y a deux de nos fils cette année qui avancent. C'était les deux derniers. On est en pleine fiançailles. Voilà. Les deux derniers non mariés. On est dedans. Trop tard, mesdames, c'est fini. Les Dufour, tous les Dufour. Les Dufour sont tous... Et donc, le dernier qui n'est pas encore fiancé, mais il m'a dit, ça y est, c'est la bonne, quoi. Je ne peux pas vivre sans elle. Il faut que je lui parle tous les jours. Si elle ne me parle pas, voilà. C'est bon. Donc, les disputes sont bonnes parce qu'elles nous permettent de découvrir des zones et on trouve une résolution et un compromis. Okay. Pour aller un peu avec la question d'Annabelle, est-ce que vous auriez aussi des red flags? Parce qu'il y a, on peut se disputer et tout ça, mais des fois, on est tellement amoureux, puis il y a des disputes, mais des fois, il y a des choses vraiment que notre entourage peut nous le dire, mais nous, on ne réalise pas. Est-ce que si ça arrive dans une relation, fuis. Est-ce que vous auriez des choses comme ça à conseiller? Si un des deux est en permanence en train d'écraser l'autre, dans le couple qui est en train de se construire, sauve-toi, parce que ça ne va pas s'arranger. S'il y a systématiquement l'intrusion d'une autre personne, je pense à la mère, souvent du côté du monsieur, par exemple, et qu'il laisse faire, sauve-toi, parce que elle va prendre la place dans la vie. S'il y a un fantôme, entre guillemets, donc c'est imagé, mais une histoire du passé, quelqu'un d'autre qui revient en permanence, il est constamment en train de parler de ou elle, et constamment... Sauve-toi, parce que ça ne va pas le faire. Je dirais aussi des problèmes qui se répètent, par exemple, d'intégrité morale, d'intégrité financière, d'intégrité. Et puis que vous en parlez, dire je suis désolé, etc. Et puis, en fait, ça se répète comme un schéma qui est profond. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais il faut que ce soit traité avant et qu'il y ait une évolution avant, parce que le mariage ne va pas forcément arranger les choses. Et on le croit à tort, mais c'est pas vrai. Ça va aggraver les choses qui n'étaient pas déjà flaguées avant et puis comprises et où on s'était engagé à ce que ça change avant, quoi.
Bon, on arrive à la fameuse question, comment fait-on pour se garder? Parce que là, on a dit qu'il n'y avait pas d'intimité au niveau du corps pour l'instant, et pourtant, ça bouillonne de partout. C'est bien. Alors, on est obligé de reparler de la ligne rouge. Allons-y. C'est Dieu a créé la Il sexualité. faut tout le temps en parler parce qu'il y a tout le temps des gens qui le C'est vrai. découvrent à chaque fois. C'est vrai. Donc, la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. C'est un truc extraordinaire qui est une représentation de Christ et l'Église. C'est très sain, la sexualité. C'est d'abord une connexion spirituelle, puis émotionnelle, puis physique. Mais Dieu a donné un cadre de la sécurité de l'alliance et qui se passe donc quand on prend ce fameux engagement. On a l'amitié, les fréquentations, les fiançailles, puis l'alliance. La sexualité développée, pratiquée entre un mari et une femme, dans le cadre de l'alliance, c'est ce que Dieu a voulu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avant? Bien, Dieu a mis dans le cœur de chaque femme au monde une ligne rouge, une notion de je ne veux pas aller plus loin que ça au niveau physique, sexuel, avant d'être dans la sécurité de l'alliance. Et cette ligne rouge définit en fait le fait que la loi naturelle qui entoure la sexualité soit respectée. Et quand on ne la dépasse pas, par exemple, je vais dire, avant qu'on soit mariés, je ne veux pas que tu touches ma peau nue, par exemple. Ça, je veux qu'on le réserve pour quand on sera mariés. Eh bien, le rôle d'Éric va être de protéger cette ligne rouge pour qu'on puisse bénéficier pleinement de la sexualité. Le diable, il veut nous faire croire 2 mensonges au niveau de la sexualité. Le premier, c'est de nous faire croire que quand on est célibataire, on n'arrive pas à vivre sans. C'est pas vrai. Personne ne va imploser ni exploser. Vous allez y arriver. On va vous montrer comment. Je vous explique comment. Et le deuxième, et ça sera pour ensuite, c'est de faire croire aux couples mariés qu'ils peuvent vivre sans sexualité. C'est une catastrophe aussi, parce qu'on perd la protection spirituelle. Donc, ne nous laissons pas piéger. On peut ne pas être sexuel avant le mariage. Donc, la ligne rouge, je la définis, je l'explique bien au chéri, et le chéri, tu la protèges parce que notre couple va en dépendre en fait. Rapidement, les 3 conséquences, et après, on peut développer concrètement comment on fait. Si on franchit la ligne rouge, il va y avoir une amitié abîmée. On ne sera pas amis, en fait, autant que ça. Il y aura un problème de confiance de la femme vers le chéri, et il n'y aura plus de désir sexuel. De la femme vers le chéri. Ce qui est très bizarre, parce que c'est précisément, on n'arrivait pas à se contrôler, et c'est ça qui va mourir en premier. C'est ça. Donc, j'explique la ligne rouge et ensuite, alors ne nous mettons pas dans un contexte où ça va chauffer trop. C'est-à-dire qu'on ne va pas prier le soir seul dans une maison ou dans un appart où il n'y a personne d'autre que nous en se tenant la main très très proche. Mais c'est juste pour prier. Oui, bien sûr, chérie. Mais la sexualité, c'est d'abord spirituel. Donc, si on prie, nos âmes vont être attirées, nos corps vont vouloir aller plus loin. Il y a ce passage dans l'Ecclésiaste qu'il ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Une fois que la machine est enclenchée, il ne faut jamais sous-estimer la puissance du désir physique. Et ne pas croire que, pas de souci, je contrôle. Je ne contrôle rien du tout, mon coco. Et une fois que la machine est enclenchée, pour la ralentir et l'arrêter, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, il vaut mieux contrôler en amont. Sauf si tu te promènes tout le temps avec un gros sac de glace sur toi. Oui, je ne sais pas. Si tu connais beaucoup de personnes qui vivent comme ça, peut-être. Non. Jérémy, peut-être, je ne sais pas. Les glaçons fondus, Eric. Donc, c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. On entend des gens qui nous disent « Ouais, il faut essayer avant, parce que moi, je n'achète pas une voiture avant de l'essayer. » Ça, c'est le grand mensonge. Oh là là. J'ai 58 ans, on pourrait croire que c'est uniquement notre génération. Non, ça existait évidemment, ce mensonge. Bien sûr. Il y a bien avant. Et en fait, c'est le grand piège. Je ne veux pas épouser quelqu'un, comme tu le dis, je dois essayer la voiture avant de l'acheter, je dois essayer la personne, c'est très élégant d'essayer la personne, avant de l'épouser, sinon on ne sait pas si on est compatible physiquement. C'est l'un des plus grands pièges que l'adversaire ait tendu. Parce que c'est tout l'inverse, en fait. Si on s'essaye, si on donc franchit la ligne rouge, c'est ce qui va être le piège qui se referme sur nous, qui va créer ses conséquences dans le couple et qui va faire que, bien, une fois qu'on sera mariés, on n'aura plus de désir l'un pour l'autre, ou le désir ne fonctionnera plus l'un pour l'autre. Il y a une grande tristesse qui tombe sur nous, en fait. Il y a une grande tristesse qui tombe sur nous. Donc, discutons, ça fait partie des conversations pendant les fréquentations, discutons de ce qu'on fait physiquement. À moins qu'il y ait une histoire d'abus, et ça, c'est un cas particulier. Mais sinon, touchez-vous, tenez-vous la main, embrassez-vous, faites attention que ça ne soit pas trop langoureux mais que vos corps aient envie l'un de l'autre, c'est une bonne chose. Juste donnez bien un cadre, et puis n'attendez pas 5 ans. Quoi. Si vous n'avez pas 15 ans, une fois que vous avez décidé, mariez-vous, comme ça vous ne brûlerez pas. Est-ce que la ligne rouge peut changer
Parce que tu dis, ça va venir du côté de la fille qui définit sa ligne rouge, mais est-ce qu'elle peut évoluer au fur et à mesure des fiançailles? Non. Elle recule, Oh, là, tu veux dire. ça, c'est une bonne Elle se question. dessert, en fait. Non, c'est pour ça qu'il faut en discuter au démarrage. Ça faisait partie des conseils à nos fils. Dès que tu sens que tu as envie, que tu vas avoir cette conversation avec une jeune fille qui te plaît, dès que tu sens que la conversation arrive et que tu lui dis « j'ai des sentiments pour toi », si elle a des sentiments pour toi aussi, que c'est réciproque, première question, c'est quoi ta ligne rouge? Parce que c'est à ce moment-là, quand on est encore un peu froid, qu'il faut la poser. C'est facile, c'est plus la facile. positionne. Et puis des fois, ça peut être l'homme qui a une ligne, quelque part une Ouais. idée. Je veux pas aller plus loin que ça. Et des fois, ça peut être en deçà Donc là, on respecte de la ligne de la fille. Et Donc, là, on respecte aussi. on respecte celle de l'homme, bien mais entendu. j'ai déjà, dans certaines églises, je suis intervenu auprès de jeunes hommes et ils disaient ouais, c'est super, nous on n'en a pas de ligne rouge, donc on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Et puis je dis ok, c'est comme ça que tu penses. Je dis ok, lequel d'entre vous donc voudrait se marier? En général, les gars sont plutôt intéressés par le mariage. Je dis ok, très bien. Donc une forêt de mains se lève, on veut se marier. Puis il dit ok, lequel voudrait avoir une épouse qui sera jamais sa meilleure amie? Ensuite, qui n'aura jamais confiance en lui et qui va le contrôler constamment, puis qui n'aura pas envie de toi sexuellement. Levez la main. Plus grand monde, là. Et alors là, Plus de candidats. plus personne. Et en fait, parce que la première victime du franchissement de la ligne rouge, c'est l'homme. C'est lui qui est responsable. Et si je peux parler aux hommes qui vont écouter cette émission, messieurs, vous êtes le chevalier en armure. Il y a au fond du cœur de chaque homme le désir de protéger, le désir d'être celui qui va s'occuper de l'épanouissement de sa femme. Et donc, c'est une question de maîtrise de soi. On ne joue pas avec le corps d'une jeune fille. Est-ce que tu aimerais épouser une jeune fille avec laquelle plein d'hommes se sont amusés, n'ont pas respecté ce qu'elle demandait, etc. Non, personne. On doit respecter cette jeune fille qui est la fille de Dieu, au demeurant, que Dieu va te confier. Donc après, tu rendras compte au beau-père comment tu as géré le corps de sa fille, c'est-à-dire Dieu. Et là, bon courage si tu en as fait n'importe quoi. Hein. Il y a de la repentance dans l'air là, qui est nécessaire. Donc, tu es le chevalier, tu vas protéger cette ligne rouge et tu en seras le premier bénéficiaire et ça va créer en toi un phénomène positif. J'ai protégé ma belle, quoi. Et même si un jour, une semaine, disons, j'invente, avant le mariage, elle t'avait dit, touche pas ma peau nue, puis qu'elle te dise, non, allez, vas-y, touche-la, après tout, on se marie dans une semaine, et qu'est-ce que ça peut changer? Tu lui dis, mon amour, on a tenu 1 an, je l'ai protégée jusqu'à maintenant, on va continuer de la protéger, on n'a plus qu'une semaine à tenir. À ce moment-là, dans le cœur de ta future, elle va savoir que tu pourras la protéger, même d'elle-même, si un jour elle veut quelque chose qui est dangereux pour elle. Et la sécurité qui va tomber dans son cœur avec toi, ce sera pour la vie, quoi. Et ça, c'est ce que... On se connaît pas, mais toi, je vois ta réaction. C'est ça. J'ai jamais vu une femme ou un auditoire de dames auxquelles on parle qui disent pas yes. C'est ça que je cherche. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Les femmes ont besoin de se sentir en sécurité dans le mariage, tout simplement, que ce soit sexuellement, au niveau financièrement, même dans le comportement, dans la manière dont on va avoir cette interaction avec notre mari. Je pense que autant les hommes regardent aussi, aiment beaucoup la beauté, le physique et tout. Les femmes, je pense, la première des choses qu'on cherche, c'est est-ce que je peux me sentir en sécurité avec mon mari. Donc c'est pour ça que j'acquiesce. C'est de l'ADN spirituel. Et que faire si la ligne rouge a été franchie? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce qu'on reste dans ce schéma? L'amitié a été abîmée, il n'y a pas de confiance et la sexualité pour tout le reste de notre mariage va être hypothéquée. Heureusement, avec Dieu, il y a toujours le moyen de reconstruire, de racheter. Donc, bien sûr, tu l'as dit, on va passer par le pardon. Monsieur demande pardon à madame et ensemble à Dieu. Et puis ensuite, repositionner, donc on est dans la période avant le mariage, repositionner une ligne rouge plus stricte et soyez plus sérieux dans le cadre que vous donnez à votre relation, en fait. Voyez-vous en public, voyez-vous dans un endroit où il y a du monde. On n'est plus à l'époque des chaperons, mais il y avait une bonne idée derrière. Je ne dis pas qu'il faut des chaperons, mais il y avait une bonne idée derrière. avec des seaux de glace. On y revient. mais dans l'idée, il y avait comme des garde-fous qu'on s'était mis. Mais remettez-vous des garde-fous, en fait. Un de nos fils et sa chérie, ils avaient décidé de ne pas être seuls dans une maison. Donc, ils ont des fois passé des heures à moins 10 dehors dans la voiture en attendant que quelqu'un rentre. La voiture, c'est public, quoi. On s'auto-protège. Et remettez des autoprotections
qui vous permettront de garder et vous allez voir la confiance se réinstaller, les choses se remettent en place. Je dirais ne pas blâmer l'autre. On dit en anglais « it takes two to tango ». Oui. Là, vous étiez tous les deux dans l'histoire, donc peu importe qui a eu l'envie le plus, moi je voudrais redire aux messieurs, prenez le lead spirituellement, même si c'est votre futur qui a franchi, un peu poussé, mais on s'en fiche en fait. On a toujours la capacité de dire « mon amour, stop ». Donc ça s'est passé, ok, c'est regrettable, maintenant c'est pas la fin du monde, mais messieurs, prenez le lead spirituel, on va demander pardon ensemble. On a fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire et on le sait tous les deux. Et on était ensemble pour le faire. Maintenant, on décide des règles qu'on va instituer pour que, jusqu'à ce qu'on se marie, ça n'arrive plus. Mais messieurs, soyez responsables spirituellement, soyez chef spirituel de l'aventure. Ça sécurisera, ça ramènera la sécurité. Et c'est une question qui nous est souvent posée, peut-être que je vais la toucher un tout petit peu. Des fois, dans les conférences, les femmes viennent me voir et me disent si jamais on a couché avant, est-ce qu'on est obligé de se marier parce qu'on a accouché? Des fois, il y a des conséquences, etc. C'est regrettable, c'est pas ce qu'on te souhaite, on souhaite bien mieux pour toi, mais t'es pas attaché encore dans une alliance parce qu'il y a eu une relation sexuelle, on ne le recommande pas. Mais si c'est quelqu'un de toxique, vaut mieux pas gâcher une vie, ou 2 ou 3. Donc, on ne vous le recommande pas, c'est pas le plan de Dieu. Gardez-vous, construisez votre couple, faites les choses dans l'ordre. Parce que dès que le côté sexuel va venir, en fait, après, on n'arrive plus à construire. Ça a abîmé quelque chose dans la période des fiançailles. Dans la période des fiançailles, donc. Mais on n'est pas d'un seul coup piégé parce qu'il y a eu une erreur. C'est important, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent avec beaucoup de regrets malheureusement. Et là, avant de terminer l'émission, on a parlé de pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a 1 ou 2 derniers conseils incontournables où vous dites non, ça ils ont besoin, là tous les gens en fréquentation fiançailles ont besoin de l'entendre pour bien réussir cette période? Discuter ensemble et développer votre amour, en fait. Votre amitié, votre amour. Soyez red dingue l'un de l'autre. Et ça se cultive au démarrage. Et les différences sont un atout. Donc, continuez de développer votre amitié et votre relation pour être red dingue. En fait, on veut épouser sa meilleure amie ou son meilleur ami. C'est la clé de tout. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai besoin de dire à Rachel quelque chose que j'ai découvert, quoi. Il y a un tel bonheur d'épouser son ou sa meilleure amie que c'est ça qu'il faut rechercher. La sexualité, en fait, les Américains font des statistiques sur à peu près tout, mais les gens les plus épanouis sexuellement, parce que tout le monde y pense, bien entendu, sont en fait ceux qui se sont gardés et qui n'ont eu qu'un seul partenaire. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, ça devient compliqué, mais encore une fois, avec Christ, on peut racheter ces choses-là, même s'il y a des choses qui sont passées avant. Mais encore une fois, si recherche l'amitié et que ce soit ton objectif, sachant que si j'épouse mon ou ma meilleure amie, il y aura de l'épanouissement derrière. C'est ce que Dieu veut. Donc, ce que Dieu veut, Dieu le bénit. Oui, vas-y. Une phrase. C'est bien de préparer la journée du mariage, c'est formidable, que ce soit une belle journée, mais investis bien plus dans la préparation du couple que dans la journée du mariage. Et peut-être dernière question, je regarde combien de temps il me reste. S'il n'y a aucune attirance sexuelle pendant le temps des fiançailles, il y a rien, tu vois, c'est hyper platonique, c'est inquiétant. Non, j'y crois pas là. Okay. C'est pour ça que je dis carrément. C'est pas possible. Voilà, c'est plus inquiétant que finalement devoir se maîtriser. Exactement. Il faut avoir envie l'un de l'autre. Ça fait partie de la construction du couple. On met des barrières, mais il faut que l'envie soit là. S'il n'y a pas l'envie, non. L'étape qui va sceller le mariage, c'est l'union des corps, de l'âme et de l'esprit. Quand on est marié à quelqu'un dont on n'a absolument pas envie, non. Il ne faut pas y aller. Ça va devenir compliqué. On reste amis et puis le couple ne sera pas construit avec cette personne. Okay. La sanctification du couple, c'est aussi. Et en fait, le désir sexuel vient de Dieu, c'est pas un péché. Donc en fait, si je désire sexuellement mon épouse, c'est normal, heureusement. Et en fait, c'est pas un péché, c'est bon le désir sexuel, mais faut le maîtriser, évidemment. Mais s'il n'y en a pas du tout, c'est un signal d'alarme. Plus on avance vers la journée du mariage, plus on doit avoir envie l'un de l'autre. Mais c'était aussi, la question était à double pas tranchant, mais en tout cas, c'était une double réponse, à la fois pour dire c'est inquiétant peut-être, mais aussi pour dire c'est pas un péché que d'avoir ces envies-là, parce que quelquefois, on peut combattre le mauvais combat en se disant je suis tellement charnel, je suis pas spirituel, alors qu'en fait, faut juste le canaliser. Voilà. Et puis après, jour du mariage, alléluia.
Eh ben, merci beaucoup, Eric et Rachel. Merci. Nous, on va continuer cette semaine avec vous, puis on va avancer dans l'histoire du couple. Que fait-on après être marié? C'est les choses qu'on aurait peut-être aimé savoir finalement dans les premières années de mariage. On va voir que ça peut être des années quelquefois qui sont assez surprenantes pour certains couples. Et en fin de semaine, on va voir, j'ai hâte d'entendre comment bien se disputer. Non, parce que tu as déjà des dit... choses à apprendre. Parce que tu as déjà dit dans une émission que tu donnes de la voix. Donc je suis vocale. On verra avec Eric et Rachel si tu sais bien te disputer. Bah, vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc on a toutes vos ressources qui sont disponibles sur le site Eric Rachel Dufour, dont plusieurs formations. Alors n'hésitez pas à aller approfondir tous ces sujets sur le couple, sur la famille, sur les addictions, sur la nourriture, sur les relations, sur l'éducation aussi. C'est très très riche au niveau des ressources, donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. On n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui dans l'émission, donc je pense que ça pourra répondre aux questions supplémentaires que vous avez. ericracheldufour.com, et nous on se retrouve donc mercredi. On vous dit bye bye. Bye bye.